Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis très ravie de vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est passionné de la couleur. Alors la couleur, c'est sa vie, vraiment c'est sa vie. Elle connaît la couleur dans le monde visible, dans le monde invisible, sur le bout des doigts. Et c'est Sylvaine. Bonjour Sylvaine. Ah, bonjour Interloc. Comment allez-vous? Eh bien ça va, on peut se tutoyer, hein, on se connaît quand même. Oui, ça va, on se tutoie. Alors, je voudrais te poser quelques questions pour que tu nous fasses pénétrer dans ton monde, parce que c'est vraiment un monde. Oui, ça c'est un monde, c'est tout un monde, hein, mais quelle question tu veux me poser? D'abord, je vais commencer par celle-là. Qu'est-ce qui détermine le choix des couleurs que l'on fait? Est-ce qu'il faut suivre son goût? Est-ce que c'est forcément bon? Ah, alors ça c'est une bonne question, parce que son goût des couleurs, en fait, on va choisir une couleur justement par rapport à ses, comment te dire, à ses envies de paraître. Hein. La première façon d'utiliser la couleur, c'est voilà, pour être bien dans sa peau, pour envoyer peut-être des messages, mais ça on ne sait pas trop. Mais de toute façon, une femme, quand elle s'habille, elle va regarder, la première chose qu'elle va regarder, si c'est la couleur, elle va à son teint. La couleur va à ses yeux, à sa carnation, à sa corpulence, tout ça c'est très important. Et puis aussi, bien sûr, il y a la mode. Hein. Voilà, il y a certaines personnes qui suivent la mode. Donc, le goût des couleurs va passer d'abord par cette impression-là, l'impression qu'on va donner aux autres. Hein. Alors ensuite, les personnes qui sont un tant soit peu intuitives, par exemple le matin, elles se lèvent, elles mettent une couleur, un habit coloré, et puis au bout de 5 minutes, elles se disent non, ça va pas. Elles savent pas pourquoi. Elles enlèvent cet habit, elles en remettent un autre, tant qu'elles n'ont pas trouvé la couleur qui leur convient. Mais elles ne savent pas pourquoi. Pourquoi elles changent de couleur? Tout simplement, c'est que, en fait, la couleur, comme c'est une onde vibratoire et que c'est très subtil, elle rentre en résonance avec à la fois le physique et le psychisme. Donc, ça fait partie de toute la personne. Et à un certain moment, la personne n'est pas bien dans cette couleur parce qu'elle ne lui convient pas au point de vue mental. Voilà. Mental seulement, tu penses? Au point de vue mental, mais après, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais au départ, ça va être ça. Elle se sent pas bien avec une couleur, donc elle change, tant qu'elle n'a pas trouvé la couleur qui lui convient, et elle ne sait pas pourquoi. Mais en fait, la couleur, elle va pénétrer par les yeux, par tous les pores de sa peau, et elle va rentrer en résonance avec tous ses organes. Et ce qui est intéressant, c'est que la couleur, elle met en relation le physique au mental. Mais chaque couleur est en relation avec une partie spécifique du corps, hein, et après une partie spécifique du mental. Mais ça, la personne qui ne connaît pas les propriétés des couleurs, comme elle ne le sait pas, elle va suivre son intuition. Voilà. Qui n'est pas forcément bonne. Qui n'est pas forcément bonne, surtout si elle suit la mode, si elle s'habille en fonction du qu'en dira-t-on, si elle s'habille en fonction de ses yeux, de sa corpulence, comme je disais tout à l'heure, etc. Tu vois, elle va rester que sur l'aspect extérieur de la couleur, alors que la couleur, bien sûr, c'est très important l'extérieur, hein, surtout pour la femme, mais aussi comme la couleur agit à l'intérieur et très très profondément, et ça ne se voit pas. Donc, comme elle connaît pas les propriétés des couleurs, elle va pas utiliser les couleurs pour cette fonction. Justement, on va les apprendre progressivement avec toi. Et alors donc chaque couleur, c'est en fait une information qui est émise. Qui est quoi? Qui est émise. J'ai compris. Attends, je vais la refaire. C'est un nouveau mot, ça, voilà. En fait, chaque couleur est une information. Bon, chaque couleur, ça dépend de quelle information, parce qu'une couleur va informer de l'état de la personne, disons, autour d'elle, pour son entourage, parce que la première fonction de la couleur, c'est une fonction de publicité. Quand on rentre dans un supermarché, tout a été calculé, les packaging, tout ça, tous les paquets de nourriture ont été étudiés par des personnes qui connaissent très bien les couleurs, parce qu'on connaît leur influence. Hein. L'utilisation de la couleur dans l'industrie alimentaire, voilà. Ça joue beaucoup. Hein.
Voilà, ça joue beaucoup. Et ben, ça va faire pareil pour nous. Nous, quand on se met une couleur, en fait, on se met sur nous une publicité. On informe autour de soi ce qu'on est, ce qu'on ressent, tout notre être. Hein. Mais si on se met, par exemple, une couleur par rapport à la mode, ça ne sera pas une information. Voilà, c'est une non-information. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on veut bien communiquer, de se mettre une couleur qui nous ressemble. Hein. D'accord. Donc on émet une information et en même temps, cette couleur a des propriétés qui agissent sur nous. En même temps. Alors non seulement vous émettez une information, ça c'est très intéressant parce que par exemple vous avez un contact important dans la journée, un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous pour un entretien d'embauche, la couleur que vous allez mettre sur vous va influencer la personne. Hein, alors si vous voulez disons dire quelque chose de vrai de vous, vous allez mettre la couleur qui vous correspond sur le moment. Si vous voulez tricher, vous mettez une couleur, par exemple, vous savez que par exemple vous allez rencontrer votre banquier, vous allez lui demander un prêt et vous dites tiens je vais lui mettre une couleur qui va l'influencer pour l'inciter à me faire ce prêt, et il y a une couleur qui influence le banquier, vous savez laquelle? Non. C'est le rouge. Ah oui, carrément. Oui, parce que le rouge, il indique que la personne, elle est dynamique, parce que c'est une couleur qui renvoie ça, que la personne elle a confiance en elle, qu'en fait elle est prête à tout faire et entreprendre pour travailler et pour rembourser son prêt. Parce que ce qui intéresse le banquier, c'est de savoir la personne. Alors si c'est une personne qui est dépressive et qui est habillée en violet, mais lui il le sait pas trop, mais la couleur va envoyer des messages subliminaux et inconsciemment, la personne, elle va sentir, elle va mieux cerner la personne grâce à la couleur. Il me semblait que le violet, c'était une couleur spirituelle. Oui, mais c'est une couleur aussi qui va vers le sombre, qui va vers le noir, et ce sont des connotations qui sont plus ou moins culturelles, mais quand on se met dans le violet, oui, c'est spirituel, mais c'est aussi s'enfermer, c'est méditer, c'est ne pas aller vers les autres, voilà. C'est-à-dire que c'est pas une couleur à la mode dans ce monde de gens d'action, où on n'a pas le droit d'être contemplatif. Oui, mais de toute façon, il y a eu la mode du violet, mais les créateurs de mode, ils savent pas très bien ce qu'ils font, mais ils influencent la population en sortant des couleurs, ça c'est certain. Hein. Et donc le rouge, c'est une couleur qui émet, qui a un taux vibratoire élevé, c'est pour ça que ça percute? Oui, très très élevé. C'est une des couleurs qui pénètre très facilement dans le corps. D'abord qui est très chaude, qui aide à la circulation. Regarde les montagnards. On voit très souvent des gens qui ont l'habitude, de marcher dans les montagnes. Avant, autrefois, parce que maintenant que ça a changé de mode, mais ils avaient toujours des grandes chaussettes rouges. Hein. On sait que le rouge, ça réchauffe, ça réchauffe le sang, la circulation. Et d'ailleurs, quand les personnes âgées qui ont froid aux extrémités, parce qu'elles ont une mauvaise circulation, il faudrait qu'elles mettent des gants rouges et des chaussettes rouges. Hein. À partir du moment où elle est en contact, elle est avec la lumière. Ah, mais ça, oui, bien sûr. Ça, il faut connaître le principe de la couleur. La couleur, elle vit grâce à la lumière, puisque sans lumière, la couleur n'existe pas. Donc, c'est sûr que si tu mets des chaussettes rouges la nuit dans ton lit, ça ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Oui, mais ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, les gens ne savent pas que la couleur, quand vous éteignez la lumière de votre chambre et que vous dormez dans des draps roses et que vous dites tiens, j'aime pas le rose mais je dors dans des draps roses, et la couleur, ça y est, elle s'est arrêtée de fonctionner. Ça c'est elle n'aimait plus. Ah non, ça c'est sûr. Dans le noir, de toute façon, on voit rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Alors, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif d'une couleur? Oui, bien sûr, parce que en fait, la couleur, il faut la considérer, on va dire, un peu comme une nourriture, parce que si par exemple, toute la journée ou pendant des mois, vous allez manger que des crudités, ça va pas le faire, hein, vous serez malade. Donc vous allez diversifier les couleurs qui existent dans la nature, qui se trouvent justement dans le spectre solaire. Il faut toutes les utiliser différemment, à bon escient, en quantité différente. Si par exemple
on reste trop longtemps dans du rouge, on sait que le rouge est une couleur qui stimule, au bout d'un certain temps, la personne, elle va devenir agressive, colérique, voilà. Et si on reste trop longtemps dans le bleu ciel, c'est une couleur qui apaise, on va se renfermer en soi, on va devenir introverti et vers la non-communication, alors que normalement le bleu ciel c'est une couleur qui aide à la communication. Trop c'est trop et pas assez c'est pas assez, mais ça c'est dans tout. Donc il faut jouer avec les couleurs en permanence, les diversifier, les mettre selon ses besoins énergétiques, puisque chaque couleur est en relation avec des énergies différentes, puisqu'il y a des couleurs qui calment, des couleurs qui énergétisent. Donc le matin quand on se lève et quand on a un coup de blues et qu'on est un peu déprimé, plutôt que de s'habiller en bleu, on va choisir du rouge, puisqu'on sait que le rouge, ça stimule, ça donne envie de vivre, d'entreprendre. Hein. Si le matin on se réveille et qu'on pète le feu et puis qu'on se sent énervé, qu'on a besoin d'être calmé, on va aller choisir une chemise bleue ou je sais pas moi. Et quand il faut mettre du rouge et qu'on n'aime pas le rouge, par exemple? Là, c'est une autre histoire. Quand on n'aime pas le rouge, d'abord, il faut savoir pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Hein, et des fois, en fait, très souvent, moi, je vois je fais des salons, je parle aux gens et je fais des tests à couleurs. Et très souvent, des personnes me disent j'aime pas le rouge, j'en mettrai jamais. Et quand je leur dis, en fait, est-ce que vous savez pourquoi? La plupart du temps, les gens me disent mais non, je me suis même pas posé la question. On met pas une couleur, on l'aime pas, c'est tout, point barre. Alors que si on va chercher en profondeur pourquoi on n'aime pas une couleur, en fait on va s'apercevoir que c'est très psychologique, c'est un peu comme le phénomène des odeurs et des sons, ce sont des sens qui vous rappellent quelque chose, qui vous renvoient à quelque chose, et très souvent, comme on dit, on a fermé les écoutilles, on a oublié par exemple un événement douloureux qui était associé à une odeur, à une couleur ou à un son, et du coup quand ressurgit cette odeur, cette couleur et ce son, ça nous revient en pleine figure et ça nous renvoie à cet événement douloureux ou quelque chose, une personne qu'on n'a pas aimée, qu'on a oublié, qu'on a mise en une mémoire oubliée, et puis total, on n'aime pas cette couleur parce que c'est l'association, le phénomène des associations. Donc une personne qui n'aime pas une couleur, qui met jamais par exemple du rouge, moi très souvent, j'ai questionné les personnes, j'ai envoyé des mots-clés, c'est un peu de la psychologie, hein, et là on découvre, la personne elle découvre avec moi pourquoi elle n'aime pas une couleur, parce que d'un coup elle se remémore quelque chose, et là c'est génial, parce qu'au moment où elle dit ça y est, je viens de découvrir pourquoi j'aime pas le rouge, elle me raconte son histoire, et d'ailleurs je pourrais écrire un livre sur les histoires que les gens m'ont racontées, à ce moment-là on voit la personne, d'un coup elle réalise que finalement c'est complètement idiot de plus mettre du rouge, parce qu'elle ne met pas du rouge, en fait elle a pas confiance en elle est anémiée, elle a des problèmes de circulation, de respiration, tous les problèmes liés au manque de la couleur, elle a ces symptômes puisqu'elle ne s'est jamais nourrie de cette onde vibratoire. Et du coup, elle est intelligente et dit je vais apprivoiser cette couleur et finalement, je vais la mettre. Et on parle du rouge, mais ça peut être une autre couleur là. Ça peut être du vert, du bleu. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où on prend conscience de pourquoi on n'aime pas une couleur, il y a une déprogrammation qui se fait et les choses se rétablissent. Il y a un travail personnel qui se fait. La personne déjà se réconcilie avec son histoire, avec son passé. Si elle a un contentieux avec quelqu'un, il se passe quelque chose. Psychologiquement, c'est très très fort. Si elle a une grand-mère qui était toujours habillée en vert et c'est marâtre, et que d'un coup elle a associé justement le côté mère tape dure avec la couleur, c'est le jour où elle réalise ça, d'un coup, elle peut se réconcilier avec la couleur. Elle se réconcilie à la couleur parce que moi je leur dis, vous voyez, par exemple, vous avez un père qui vous faisait peur, qui était toujours habillé en rouge, et puis à cause de ça, vous détestez le rouge. Vous voyez, à cause encore de votre père ou de la personne que vous n'aimez pas ou qui faisait peur, à cause de cette personne, vous vous privez de cette couleur qui vous rend malade. Attendez, il faut être intelligent, il faut réfléchir un peu. Et ce raisonnement qui est tout simple, direct, ça a son impact. Et après, ça suit son cours, et la personne réfléchit, et puis elle va réapprivoiser lentement cette couleur, elle va l'aimer,
elle va s'en servir, elle va s'apercevoir que ça lui fait du bien, et après consciemment, parce que c'est vrai que quand on utilise les couleurs en conscience, et ben ça agit, parce que c'est très très fort. Quand vous avez, tu as là, par exemple, tu as la force de la couleur en elle-même, de la vibration colorée, et en même temps, tu as la force vibratoire de la pensée. Hein. Plus la foi et la croyance en ces deux choses réunies, en fait, ça te fait trois forces réunies qui font que ça va agir et ça va pénétrer à l'intérieur de ton corps par les pores de ta peau. Ça va rentrer, la couleur va rentrer en résonance avec un organe spécifique, par exemple le rouge, ça va rentrer avec la circulation du sang, les surrénales, ça va rentrer en relation avec le gros intestin et ça va fonctionner parce que on est imprégné d'énergie et de la lumière nous pénètre en permanence. Tu parles beaucoup du rouge. Oui, je parle du rouge parce que voilà, aujourd'hui je parle du rouge, c'est tout. T'as besoin de rouge? Non, en fait, on a besoin de toutes les couleurs. Mais quand on parle de toutes les couleurs, tu vois, ça va être trop mélangé. Alors, je préfère parler d'une seule couleur à la fois. D'accord. Oui, de toute manière, on aura l'occasion de faire d'autres audios et de développer un peu tout ça. Mais j'ai encore une question là. Il y a des gens aussi, à contrario, qui ont des addictions à certaines couleurs. Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, trop c'est trop, pas assez c'est pas assez. Si par exemple une personne aime bien une couleur parce qu'elle se sent bien dedans et qu'elle est devenue addicte avec une couleur, hein, pour en parler du rouge, le rouge est une couleur qui te donne de l'énergie, confiance en toi, la circulation du sang, la respiration, tous les problèmes liés aux os aussi, tu vois, c'est les vertèbres, parce que le sang il passe par là. Si la personne elle est équilibrée, que de temps en temps elle met d'autres couleurs, qu'elle met pas que du rouge, bon ça va aller, mais si elle en met trop, eh ben elle va créer un dérèglement énergétique. Si elle en met pas assez, c'est pareil. Trop c'est trop, pas assez c'est pas assez. Il faut dans tout un juste milieu de toute façon. Alors c'est quoi la solution? La compensation par la couleur complémentaire? La compensation de ça, c'est très intéressant en chromothérapie. On sait, tous les gens qui utilisent les couleurs pour faire des soins énergétiques, en fait on met une couleur et après on met sa complémentaire. Voilà. Et en fait les couleurs complémentaires, à part les peintres, les gens ils connaissent pas trop, mais des fois ils y vont comme ça par intuition. Le grand principe des couleurs complémentaires, c'est le rouge, le vert, le violet, le jaune, l'orange et l'indigo. Voilà. Et à partir de là, tu as toutes les déclinaisons. Si par exemple tu mets un bleu un peu moins foncé qu'un bleu indigo, ben, tu vas mettre un orange un peu orangé, un peu qui va vers une couleur pêche, tu vois, et voilà, ainsi de suite. Et là, tu vas te trouver dans un équilibre énergétique avec la couleur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil dans les intérieurs. Hein. Tu rentres dans un intérieur où la personne, elle adore le bleu, elle a mis du bleu de partout, mais au bout d'un moment, tu t'en peux plus. Tu te sens agressé par ce bleu. Tu vois, ton corps, il se sent pas bien parce que c'est trop. Même elle le sait pas. Mais peut-être qu'intuitivement, eh ben, elle a eu l'idée de mettre des rideaux un peu jaune-orangé, des coussins, tu vois, des tapis dans les tons un peu chauds parce que le bleu ciel, c'est une couleur froide. En fait, il faut toujours faire un mélange de couleurs froides, couleurs chaudes. Oui, mais les peintres, ils le savent très bien. Peut-être qu'une personne se cantonne dans une couleur parce qu'elle en a besoin. Oui, elle en a besoin, mais à un certain moment donné, elle n'en a plus besoin. C'est comme quand tu prends un médicament et tu te fais des tisanes. Au bout d'un moment, ton corps, il dit, bon, voilà. Oui, il faut en sortir, quoi. Je suis guéri. Maintenant, je passe à autre chose. Hein, voilà. Et ça se passe au niveau, la plupart du temps, intuitif. C'est un peu comme une femme enceinte qui va manger des aliments et qui sait pas trop pourquoi d'un coup elle a envie de manger des tomates. Mais en fait, c'est parce que, instinctivement, il y a dans ces tomates des nutriments qui sont très bons pour elle et pour son bébé. Et ben c'est pareil pour les couleurs. On va choisir ces couleurs, on va pratiquer l'instinctothérapie. Hein, on va aller manger des couleurs. Voilà. Alors justement, en parlant de couleurs, il y a quand même deux sortes de couleurs, les couleurs végétales, hein, on parle de tissu là, et puis les couleurs chimiques de l'industrie. Alors, le rayonnement n'est pas le même, j'imagine.
Oui, mais en fait, ça, je vais te dire, les gens, ils le savent pas. De toute façon, on vit dans un monde où tout est surfait. La nature, on l'a tellement décortiqué, on a voulu en faire dans tout, hein, que ce soit dans tout, on veut refaire la nature. Ben, c'est pareil dans les couleurs. Et ben ça, de toute façon, je vais te dire, c'est complètement impossible de revenir en arrière. Les couleurs végétales, elles ont existé pendant des centaines et des centaines d'années parce qu'on n'avait que ça. Et quand on est passé aux chimies, on a abandonné le naturel. Mais ça on n'y peut rien. Et de toute façon, on pourrait même pas revenir au végétal. On n'a plus les moyens, on n'a plus les outils, on n'a même plus le savoir-faire. Hein. Donc, moi, j'utilise les teintures végétales dans les soins parce que j'utilise ça pour la chromothérapie et parce que j'ai étudié, parce que j'ai travaillé et que je suis contente de faire ça pour les personnes qui comprennent la couleur et qui veulent se servir des vraies couleurs. Mais la couleur chimique, de toute façon, on est en plein dedans et puis on viendra jamais en arrière et puis on n'y peut rien. Mais elle fonctionne un petit peu, la couleur chimique, beaucoup moins que la couleur végétale. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On vit avec ce qu'on a. Hein. Il n'y a pas du tout le même taux vibratoire déjà. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est pas seulement ça. Tu peux nous dire la différence entre Oui, il y a une différence, mais tu vois, par exemple, une personne, elle voudrait s'habiller entièrement en teinture, avec des cotons naturels et teinture végétale, elle ne trouverait pas, d'ailleurs, elle ne pourrait pas. Et ça serait horriblement onéreux. Alors, ça peut pas. Donc, c'est pour ça que moi, je m'en tiens quand je fais mes foulards qu'on peut retrouver là sur mon site Couleurs Naturelles. Oui, je mettrai tout. Oui. Et ben en fait, ces foulards, c'est un accessoire. Bon, c'est énorme parce que ce sont des couleurs végétales sans produits chimiques et justement, comme tu dis si bien, elles émettent des vibrations qui n'ont rien à voir avec la couleur chimique, puisque, comme par exemple, en parlant du rouge, quand on analyse mes foulards teints avec des racines de garance qui font un super beau rouge, on s'aperçoit qu'il y a entre 17 et 25 molécules, parce que c'est directement issu du vivant, ces molécules qui vont faire ce beau rouge qui est issu magnifique. De qui sont magnifiques. Donc, qu'est-ce que c'est une molécule? C'est une vibration. Là, tu as entre 17 et 25 vibrations qui vont agir sur ton corps et qui vont agir intelligemment. Exactement comme une plante médicinale par rapport à un médicament. Oui, parce qu'il y a une synergie en fait, naturelle. Et voilà, exactement. Et dans une couleur chimique, tu as 1, 2, 3 molécules issues de la pétrochimie qu'ils ont sorties pour la reproduire. Ce sont des milliers de kilomètres de tissu pour pas avoir des problèmes pour refaire la couleur. Parce que moi, quand je fais des couleurs, elle va sortir plus ou moins foncée. Je m'en fous. Elle sort comme ça, elle sort comme elle est, tu vois. Et c'est génial. Mais eux, ils veulent pas, les fabricants de tissus, quand ils sortent et que ça va après dans des fabriques de vêtements, le rouge, il faut qu'il soit toujours le même rouge, tu vois. Donc, et en plus, il va y avoir qu'une seule molécule, ou 2 ou 3, donc il y aura 1, 2, 3 vibrations, point barre, tu vois la différence. Voilà. Donc, sans compter la nocivité de la chimie. Voilà, et en plus, tout ce que tu vas prendre au niveau de la peau, parce que, en fait, tous ces adjuvants chimiques qu'ils mettent dans les colorants sont fixés avec en fait, c'est incroyable. Il y a des nickel, il y a des, je sais même plus les noms, tu vois, c'est inimaginable même tout ce qu'il y a, des chromes et tout ça, tu vois. Et ben, quand la personne, surtout l'été, quand la personne transpire, et ben, cette personne, elle va aspirer, c'est sa peau qui va pomper ces adjuvants chimiques par l'acidité de la peau, et ça va pénétrer dans la lymphe, dans le sang, ça va rentrer à tous les organes de digestion, ça va faire des désordres énormes. Il y a des gens qui des fois ils vont attraper des cancers, des cancers de peau, et ils savent même pas que c'est à cause des colorants chimiques. Et c'est surtout dans les bleus indigo et les noirs. Oui, justement le noir, pourquoi ils utilisent tant le noir? On voit du noir partout. Ah, mais pourquoi ils utilisent le noir? Pour simple raison que c'est une couleur qui est facile à faire, facile à entretenir, facile à fixer, et que c'est la couleur qui revient le moins cher et qui fait baisser le prix de toutes les autres couleurs, puisque la couleur elle a un coût, la couleur elle est plus difficile à vendre, hein, parce que tout le monde veut du noir parce que c'est devenu la mode. Ils ont lancé la mode.
Oui, parce que ça les arrange de fourguer leur noir. Exactement. Et du coup, le noir faisant baisser le prix de toutes les autres couleurs, eh ben ça les intéresse. C'est une couleur qui revient pas cher comme le blanc. Le blanc, ils ont sorti le blanc l'été. Comme ça, il n'y a pas de couleur, mais de toute façon, c'est mieux, hein, je vais te dire. Et comme ça, voilà, ça revient moins cher. Alors, tu disais qu'au niveau de la glande c'est du thymus? Non, c'est pas le thymus. Laquelle de glande? Non, la thyroïde, pardon. Tu disais qu'il fallait absolument pas mettre le noir chimique, le tissu noir chimique. Non, parce que la glande thyroïde, en fait, elle absorbe tout. Et la glande thyroïde, elle se met en relation avec toutes les autres glandes. Et en fait, c'est très dangereux. Hein, surtout les personnes qui transpirent beaucoup l'été. Et tu vois des jeunes, même des personnes un peu qui sont... qui ont un peu des formes, quoi, qui sont, tu vois, qui ont des problèmes de poids, et ben elles s'habillent dans le noir parce que elles veulent, bon ben. Elles pensent que ça passer inaperçu. Oui, voilà. Et du coup, et ben le noir, eh ben c'est pas bon pour leur santé, tu vois. Alors il faut savoir si moi quand je vois une personne qui a un peu des rondeurs et qui arrive de toutes les couleurs, je me dis mais celle-là c'est chouette, elle est bien dans sa peau, elle ose mettre des couleurs. Et puis en plus comme ça, elle se met pas du noir et elle se rend pas malade, elle va pas se rajouter en plus les effets nocifs du noir, tu vois, voilà. Alors tu disais que le fixateur en fait c'est ce qu'il y a de plus dangereux, de plus nocif. Eh ben oui, parce qu'en fait, plus un habit ne dégorge pas, plus il est nocif. Voilà. Les gens ne veulent pas que ça dégorge. Autrefois, on faisait venir des habits d'Inde, de Chine, et puis les gens, ils aimaient pas parce que ça dégorgeait. Mais je vous assure, il vaut mieux un habit qui dégorge qu'un habit qui dégorge pas, hein, parce que tu sais pas ce que ça peut te faire sur la peau, dans tous tes organes. Hein. Dans les pays où il y a toutes ces industries textiles, surtout au Bangladesh, où ils sont 5000 les uns à côté des autres, les habitants et puis ceux qui travaillent dans ces industries, ils dépassent pas la quarantaine. Les hommes ne peuvent plus créer, les femmes elles avortent comme des mouches, la nappe phréatique elle est foutue parce que toutes les saloperies, les produits chimiques vont dans les rivières et les rivières on les voit, elles sont colorées de toutes les couleurs, les enfants ils nagent là-dedans, c'est horrible, c'est horrible. Et en fait quand tous ces habits arrivent en Europe, eh ben il n'y a aucun contrôle, tout passe aux frontières, il n'y a pas de contrôle, il y a rien, il y a rien qui se passe, voilà, et les gens ne le savent pas, personne n'est au courant. Voilà. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Et surtout dans les noirs et les jeans. Et les jeans, en fait, entre les cotons et la couleur, c'est un polluant extraordinaire. Il ne faut pas s'étonner de la recrudescence de tous ces cancers-là. Ben oui, en fait, c'est-à-dire... Entre autres. C'est pas que ça, mais c'est l'ajout. Voilà, c'est l'ajout. Ben c'est le cumul entre ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on porte sur soi, etc. Voilà. Tout ça, ça fait qu'à un moment donné, le corps, il sature. Hein. C'est ça. Mais il faut en parler, il faut le dire aux jeunes, il faut passer les messages, il faut leur dire, il faudrait qu'on essaye d'inverser cette histoire de noir, parce que puis d'abord c'est déprimant, quand on voit tous ces gens habillés en noir, c'est partout, mais dans le monde entier. Ce noir, c'est vraiment, c'est pas possible. Tu te retournes dans la rue, tu vas dans le métro, tout est en noir, c'est d'une tristesse incommensurable. Et tu vas en Inde, tu vois toutes ces couleurs, c'est magnifique, c'est gai, tu te sens bien. Ça reflète un peu l'état d'esprit ambiant dans le monde moderne, les gens sont déprimés en fait. Oui, alors je vais te dire, ça fait longtemps. Il y a de quoi. Hein. Quand tu vois l'hostilité qu'il y a dans le monde du travail, et la vie n'est pas marrante pour tout le monde. Hein. Oui aussi, mais c'est aussi la facilité, parce que justement le matin tu te réveilles, t'as pas envie de passer 5-6 minutes devant ta glace en plus pour te dire ça me va pas aux yeux, ça va pas au teint, on va me faire des réflexions parce que je me mets en orange, on va me dire gna gna mais t'as vu comment tu es, tu ressembles à un clown. Alors du coup on se met comme tout le monde, on n'a pas de réflexion, on passe inaperçu parce qu'on se confond dans la masse, et puis le noir ça va à tout le monde, ça va aux blondes, aux brunes, aux rousses, aux vertes, aux bleues, à n'importe qui. Donc c'est la facilité. Et c'est voilà. Ouais. C'est bien. Alors c'est vrai que la couleur jaune, par exemple, elle permet une bonne digestion, mais c'est pas facile de s'habiller en jaune.
Oui, c'est pas facile de s'habiller en jaune, mais pourquoi c'est pas facile? En fait, ce sont des idées préconçues. Pourquoi c'est pas facile de s'habiller en jaune? Si toi, tu sens que le jaune, ça va dans toute la journée, ça va t'apporter quelque chose justement au niveau de la digestion, eh ben c'est très facile, au contraire. C'est plus facile de se mettre à quelque chose qui est inoffensif que de se prendre un médicament qui va, tu vas prendre un truc pour la digestion, puis en même temps, tu vas te prendre un autre médicament parce que ça va te dérégler autre chose. Alors que le jaune, l'onde vibratoire du jaune ne va que te soigner, que te faire du bien, tu vois. Et t'apporter en plus de la joie. Le jaune, c'est une couleur extraordinaire parce que c'est la vie. Moi, par exemple, le jaune, je le fais avec des fleurs de tournesol. Tu te rends compte que les fleurs de tournesol, c'est la fleur du soleil. Et le jaune, en médecine ayurvédique, c'est par rapport au chakra, c'est relié avec le plexus solaire, et tu vois, c'est similitudes dans la nature. C'est un jaune extraordinaire, le jaune que tu fais ressortir là, de cette plante. C'est vraiment lumineux, c'est magnifique. Ah ben oui, ça n'a rien à voir avec les gens qui passent sur mes stands quand je vends dans les salons bio. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'elles ont vos couleurs, sans savoir que je fais des teintures végétales. Mais je dis, elles sont naturelles. Et même déjà rien qu'à la vue, on le sent, on le voit. Ah non, c'est des couleurs qui ont un impact. C'est pour ça que je fais ces couleurs spécialement pour la chromothérapie. Tu n'utilises pas la camomille pour le jaune? La quoi? La camomille, la fleur de camomille? Ah ouais, mais ça revient trop cher parce qu'il en faut beaucoup et la camomille c'est pas donné. Si j'en ai eu fait, mais j'ai même fait avec le safran. Mais alors le safran c'est hors de prix et ça fait des couleurs dorées, magnifiques, très 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 belles. Mais on peut pas, ça revient trop cher. Mais oui. Là, on peut pas. C'est pour ça que je disais que au début, c'est pas possible. On pourra jamais revenir aux teintures végétales. C'est pour ça, c'est aussi une histoire de praticité que l'industrie chimique a pris le pas parce que c'est plus simple. Oui, mais il pourrait mettre moins de produits chimiques parce qu'en fait, il y avait des grandes teintureries ici en Europe. Elles sont toutes parties à cause de ça parce qu'on leur a trop mis de contraintes. On leur a interdit de mettre justement tous ces adjuvants chimiques et à force ils en ont eu marre, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et là, dans ces pays, ils font ce qu'ils veulent. En Chine, au Bangladesh, en Inde. Là, ils polluent tout là-bas. Hein. Et puis en plus, quand ils arrivent dans ces pays-là, tous les savoir-faire disparaissent petit à petit, tu vois. Mais c'est pas que dans la teinture, hein, c'est dans tout. Hein. Oui. C'est sûr que là, vraiment... en peu de temps, en plus. Oui, c'est vraiment dommage. En fait, après, en chromothérapie, pour utiliser la couleur, moi j'ai choisi la chromothérapie vestimentaire, mais t'as différentes façons d'utiliser la couleur. Hein. T'as dans les pierres, y en a qui font la luminothérapie, t'as énormément de moyens qui sont très très chouettes, tu vois. Voilà, ça c'est parce que les personnes qui veulent rentrer dans les énergies un peu subtiles, comme tu disais tout à l'heure, la couleur elle travaille dans le visible et dans l'invisible. Un jour peut-être on y reviendra, ça sera très très long, mais de toute façon ça a toujours existé, mais il faut en parler, tu vois, de temps en temps il faut, voilà, c'est super parce que tu m'interroges, tu me fais une émission, voilà, il faut faire passer les messages que quand même il y a quand même des gens comme moi et d'autres personnes qui travaillent dans le naturel et qui aimeraient faire perdurer ça, tu vois. Hein, ne pas oublier qu'autrefois, on tenait rien qu'avec des plantes, voilà, que les habits ils étaient entièrement naturels et certainement les gens vivaient beaucoup mieux, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, ça revient cher, tu vois, de faire les teintures végétales. Ouais. Ça revient cher, mais on peut limiter les dégâts. On peut se mettre des lins naturels, c'est très beau. On peut éviter déjà le noir et l'indigo. Alors bon, c'est déjà énorme, tu vois. Mais l'indigo, dans le désert, ils portent de l'indigo, mais c'est pas la même indigo, j'imagine. Ça, c'est de l'indigo naturel, hein. C'est l'indigo d'ailleurs qui dégorge. Pourquoi on les appelle les hommes bleus? Parce que justement, avec la transpiration, on voit ce bleu qui apparaît sur le visage. Voilà, mais c'est à base de feuilles fermentées d'indigotier, c'est entièrement naturel, et là, il n'y a aucun souci pour la santé. Ça dégorge, c'est pas nocif, hein, de toute façon, parce que c'est visible. Voilà. Tous ces habits qui... il y a des fois des habits qui dégorgent dans le chimique, mais bon,
c'est assez rare. Et puis tu vois, et quand ils te vendent encore des produits pour entrer dans les machines à laver pour fixer les couleurs, mais ça ça devrait être interdit. C'est encore des produits chimiques qui se rajoutent dans les habits, tu vois. Ça va pas. Donc l'indigo dans le désert avec je croyais que c'était une pierre, l'indigo, non? Non, ah. c'est pas une pierre. C'était fait avec une pierre. Non, ce sont des petits arbustes qui s'appellent des indigotiers qui poussent dans les pays chauds et humides comme en Inde, en Afrique, au Mexique. Il y en a pas en Europe. En Europe, on fait pousser des indigotiers, mais c'est surtout pour l'ornementation dans les jardins, tu vois. Parce que on peut pas faire des champs et c'est pas possible de cultiver. Pour faire du bleu en Europe, c'était les fleurs de pastel qui donnaient du bleu. Là, en fait, la culture était possible, mais pas les indigos. Les indigotiers poussent que dans les pays chauds et humides. Et la couleur la plus facile à faire, c'est quoi? C'est laquelle? Il n'y a pas de couleur plus facile. C'est vrai que la couleur indigo est plus difficile à faire que les autres parce qu'il y a une histoire de fermentation et après c'est très très long. Mais toutes les couleurs ont leur fabrication spécifique et quand on sait bien les faire, il n'y a pas de souci. On peut pas dire que ce soit facile ni difficile. Tu vois, c'est long, mais ça va. Tu as des grandes cuves chez toi? Tu fais ça comment? Oh ben oui, j'ai des grandes casseroles que je ramasse, c'est peut-être pour ça que j'ai mal au bras, certainement, à force de les utiliser. Oui, mais tu es obligé d'avoir des grandes casseroles parce que pour faire la teinture, il faut beaucoup d'eau. Il faut de la chaleur et de l'eau. La teinture, elle sort un peu comme une tisane, mais comme tu en as besoin beaucoup et que tu vas mettre des tissus dedans, il te faut des grandes casseroles qui se trouvent pas facilement, mais dans les... tu peux trouver quand tu achètes, tu vois, dans les... pour les restaurants, tu vois, oui. Casseroles, voilà. Et donc là, tu respires, ça doit être agréable de respirer ça, des fleurs, des feuilles. Non, ça sent pas bon. D'ailleurs, toutes les grandes teintureries, autrefois, ils étaient toujours même les petits teinturiers, ils étaient mis à l'écart des villages parce que ça sentait tellement mauvais, ça s'imprégnait dans les Ah bon? Ah oui, parce qu'alors autrefois, comme ils n'avaient pas justement des produits chimiques, ils utilisaient des produits naturels. Et en fait, ils utilisaient ce qu'ils avaient à portée de main et ils utilisaient beaucoup la bouse de vache. Et d'ailleurs, on disait, il y avait une expression dans les teintureries, autrefois, on disait on va bouser, c'est-à-dire on allait nettoyer avec des bouses de vache parce que dans la bouse de vache, il y a énormément de produits actifs, de l'ammoniac, je sais pas ce qu'il y a, tu vois, qui faisait que ça nettoyait, ça dégorgeait, ça faisait, tu vois. Et je servais par exemple aussi des crottes de chien, l'ammoniac il le prenait il prenait des urines, tu vois, donc en fait ça sentait terriblement mauvais. Voilà. Mais pour faire des couleurs? Oui, bien sûr. Ah ouais. Et encore quand tu vas dans des endroits comme au Maroc et tout, ça sent pas bon, hein. Maintenant ça se perd, hein, de toute façon, parce que ils sont passés au chimique, mais ça sent pas meilleur non plus, hein. Ça sent pas bon parce que ce sont les mélanges que tu mets pour fixer, tu vois. Alors, moi je fixe avec beaucoup de tanin, mais après il faut laver, il faut enlever. C'est surtout quand on fait des impressions. Tu sais, les impressions au tampon, là, comme on faisait autrefois, surtout du côté de Nîmes, et il fallait donner des mordants, on appelait ça mordancer, et même pour fixer la couleur, il faut mordancer. Mais après il faut nettoyer, il faut enlever ces mordants. Donc il est passé dans des produits naturels, comme je dis, comme la bouse de vache. Voilà. Et une couleur, par exemple une fleur jaune, ne va pas forcément donner une couleur jaune. Oui, c'est sûr, on ne sait pas exactement ce que ça va donner comme couleur. Par exemple, une fois, je suis allée ramasser des coquelicots, tout un champ de coquelicots. Je me dis, je vais faire un super beau rouge. Mais c'est bien, on découvre, hein, c'est la magie des couleurs. Et là, non, j'ai pas fait un beau rouge, j'ai fait un super beau gris magnifique, un gris perlé, là, super beau. Mais voilà. C'était la surprise. En fait, la pigmentation, elle sort par l'eau et par la chaleur, donc on ne sait pas exactement ce qui va sortir. Elle est à l'intérieur de la plante. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de vert dans la nature. Tu te dis, tiens, je vais ramasser des feuilles vertes et je vais faire un super beau vert.
Et maintenant, oui, ça peut te faire, mais c'est très difficile d'avoir du vert directement. Ça va te faire tout le temps du jaune, du jaune, du jaune. C'est une histoire de chimie, parce que dans les plantes, quand tu analyses, bon, on va te dire, là, il y a des carotènes, il y a des flavonols, tu vois, voilà, ça a été étudié. En fait, les premiers chimistes ont travaillé de concert avec les grandes teintureries autrefois, parce qu'ils travaillaient avec le vivant, parce que c'était des alchimistes, et à force d'étudier, bon, telle plante fait telle couleur, on va rajouter un peu de ça et ça, ils commençaient à faire de la chimie, tu vois. Voilà. Et les premiers chimistes, ça a été comme Chaptal, Berthollet, il y en avait un autre connu aussi, tu vois, Chevreuil, et qui travaillait de concert avec les teinturiers, et à force d'étudier, de faire des expériences, ils avaient des laboratoires, et ben ils ont découvert les couleurs chimiques, et puis petit à petit ils ont tout abandonné parce que c'était un travail d'enfer de faire ces teintures. Il fallait cultiver les plantes, il fallait les ramasser, il fallait les amener au moulin pour les broyer, il fallait après avoir des ouvriers, en fait c'était tout un truc, c'est tout un monde. Et petit à petit ça a disparu parce que la couleur chimique, c'était vachement plus facile. Hein. Oui, j'imagine. Mais dans les teintures naturelles, donc tu dis que tu t'attends toujours à... Tu sais jamais à quoi t'attendre au niveau résultat. On ne sait pas, parce qu'une plante, par exemple, la garance, tu vas la ramasser à tel endroit, elle va te faire un rouge un peu ocre. Si le terrain est un peu plus argileux, plus calcaire à un autre endroit, ça va faire un rouge, mais encore différent, un peu plus foncé. Et tu as plein de nuances, parce que c'est issu du vivant, c'est la diversité. Voilà. C'est chouette, quelque part. Ah oui, c'est génial, parce que moi, les personnes, quand ils me disent, tiens, dis-moi un foulard, et puis ils me disent, ils reviennent un an après, ils me disent, on voudrait la même, je leur dis non, je peux pas vous faire la même, c'est impossible, je ne sais pas comment ça va sortir. Et c'est pour ça qu'autrefois, les teinturiers, ils étaient considérés comme des artistes. D'ailleurs, tous les livres qu'on retrouve sur ce métier, à chaque fois, il est écrit l'art de la teinture ou l'art du teinturier, tu vois, c'était considéré comme un art. Mais c'est plus qu'un art, c'est de l'alchimie. Quand tu vois que tu fais bouillir une plante, etc., et que ça te donne des couleurs chatoyantes comme ça, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est un art dans la mesure où après il fallait maîtriser, tu vois. C'était un artiste, parce qu'après il fallait savoir à quel moment tu allais sortir ton tissu pour faire cette couleur-là. Après, ils le savaient à force de travailler, tu vois. C'était des artisans, mais c'était des artistes aussi, tu vois. Et c'était tenu secret dans certaines corporations, tenu secret des secrets de fabrication, et c'était même puni de peine de mort quiconque sortait une explication de fabrication d'une couleur, tu vois. À ce point-là? Ah oui, bien sûr. Et ça a été longtemps. D'ailleurs, le rouge Garance qui a été introduit par Monsieur Alten, c'était un Arménien qui vivait du côté de Smyrne, même qui était prisonnier, qui était dans une île. Et là, c'est là où on faisait, à l'époque, on appelait ça le rouge d'Andrinople, le rouge de Garance, qui est devenu après ce fameux rouge Hermès, qui est magnifique. Et il n'existait pas en Europe, parce que d'abord, on n'avait pas cette Garance, la Garance des teinturiers. La seule Garance qu'on avait, c'était la Garance des voyageuses, une Garance, tu vois, pas cultivée, quoi, qu'on trouvait dans les campagnes, mais qui faisait un rouge, mais pas ce rouge profond. Et lui, il s'est échappé de cet endroit un jour en bateau, en tant que prisonnier, il s'est échappé, mais il est parti avec des graines de Garance, et il est parti avec ce savoir-faire, puisqu'il travaillait là, il était prisonnier. Et en fait, quand il est arrivé par Marseille, je crois, il est arrivé, oui, par le port de Marseille. Après, il a remonté à l'intérieur des terres. Il est allé jusqu'à Caumont. Il est allé voir le seigneur de Caumont, et il lui a demandé au seigneur de Caumont de lui allouer un petit morceau de terre pour qu'il puisse cultiver cette fameuse Garance. Et après, il lui a dit, je pourrais aussi monter une petite usine, parce que j'ai ce savoir-faire de faire ce rouge d'Andrinople. Et il lui a accordé. Et du coup, il a fait la fortune du comte Avenessin. Et d'ailleurs, le village Alten et Pallude a pris son nom. Et à Avignon, dans la rue des Teinturiers, toutes ces roues qui tournent en permanence, c'était pour écraser nuit et jour les racines de Garance que les paysans amenaient au moulin. Et ces paysans-là, ils étaient très très riches, parce qu'ils fournissaient tout ce rouge dans l'Europe et la France entière, et notamment, il
fournissait à l'armée qui teignait les pantalons des soldats, ce fameux rouge garant, les pantalons des soldats, tu vois. Ah, c'est passionnant, hein. Ah oui, mais c'est chaque couleur, chaque plante a son histoire et c'est magnifique, c'est très intéressant. Tu voyages, tu apprends plein de choses, c'est extraordinaire. Et pourquoi il y a des superstitions qui sont liées à des couleurs, par exemple le vert pour les artistes, ils n'ont pas le droit de monter sur scène? Alors ça, interloque, je vais te dire que ça je te dirai quand je parlerai du vert, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai parlé du rouge. Et alors, on peut pas tout mélanger, on peut pas mélanger toutes les couleurs, sinon ça va... Ah mais c'est la complémentaire. Oui, non, mais la prochaine fois, parce que sinon ça fait trop long, et puis il faut pas trop dire à la fois, parce que sinon ça... Et tu vois, là, on reste dans le rouge, c'est très bien, moi je trouve que c'est super. Et la prochaine fois, quand on sera au vert, la prochaine fois on fera de l'orange, mais on va avancer comme ça, on va faire les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça que j'aimerais bien parler à fond de chaque couleur, donc je dirais... Ok. Et par exemple la Chine, le rouge, c'est vraiment... ils ont jeté leur dévolu sur cette couleur, hein. Ah mais ça c'est par rapport à la culture, hein. Chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Après, ce que fait la couleur, on a étudié les couleurs comme on a étudié par exemple la musique. C'est valable dans le monde entier. Toi, tu mets de la couleur, ça va t'énergétiser. Ici en France, ça va te faire du bien. Mais en Amérique, c'est pareil. Tu vois du rouge ailleurs. Tu vois. L'effet de la couleur, c'est-à-dire la chromothérapie. Elle est universelle. Et voilà, c'est universel, ça n'a rien à voir avec la culture où on a dit, là par exemple, en Chine, on choisit le blanc pour les décès, et en Europe, on a choisi le noir, tu vois, ça n'a rien à voir. Il faut pas tout mélanger aussi là, tu vois, faut pas confondre. Les propriétés des couleurs, elles ont été découvertes, c'est pas récent, hein, puisque depuis que les couleurs existent, on les a observées et on les a étudiées, et notamment dans les pays où il y avait toutes ces plantes à couleurs qu'on appelle, on les appelle les plantes tinctoriales, et en fait principalement en Inde où on a pratiquement toutes ces belles couleurs qui donnent le safran d'un super beau jaune. Il y avait l'indigo qui donnait ce bleu magnifique. Le mélange justement fait un vert extraordinaire. Il y avait des bois rouges, des violets, toutes les couleurs en fait qu'on n'avait pas ici en Europe. Et c'est pour ça que la chromothérapie, la connaissance des couleurs nous vient de ces pays, parce que eux, depuis toujours, ils ont eu ces couleurs. Ils ont pu observer les effets des couleurs. Nous, on n'a pas pu parce qu'on ne les avait pas. Nous, dans toutes les plantes qui se trouvent en Europe, la plupart des plantes, ça donne des jaunes, des marrons avec les bois, tu vois, et à part le bleu pastel fait avec des fleurs de pastel qui était réservé aux gens riches, parce que autrefois la couleur, elle avait un coût. Chaque couleur coûtait différemment selon justement sa préparation, selon, tu vois, voilà, beaucoup de choses. Donc, on n'a pas pu étudier les effets des couleurs parce qu'on les avait pas et qu'il faut du temps quand même. C'est une longue observation de la nature, de tout, tu vois. Par exemple, les médicaments, si on a les médicaments, les molécules de synthèse, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui ont étudié les plantes médicinales, tu vois. Voilà. Oui. Ouais. Tu veux dire que la connaissance de la couleur dans les traditions, c'est par rapport à un savoir vraiment, et c'est devenu quelque chose maintenant qui est lié plutôt à une subjectivité. Non, la couleur... Pourquoi on met du blanc dans certains endroits pour les enterrements et du noir Non, ça c'est la culture. Ça n'a rien à voir avec la connaissance des propriétés des couleurs, les effets des couleurs sur les personnes, sur la personne physique et sur le mental de la personne. On a étudié en Inde les femmes qui allaient ramasser des plantes. Bon, c'était par exemple des épices pour manger, ça faisait une couleur, et vous voyez bien que ça faisait des couleurs. Et puis après, elles s'en servaient pour faire des bains de couleurs, parce que quand elles avaient lavé leur habit, elles avaient toutes ces couleurs. Elles se disaient, tiens, si on essayait de tremper le tissu pour voir ce que ça fait, ça sortait des bleus, des rouges, des verts. Donc c'est pour ça que d'abord on s'habille de toutes les couleurs, parce qu'on a toutes ces plantes, mais à force de les porter, on a pu observer les effets des couleurs sur les gens. Oui, par empirisme. Voilà. Pas par empirisme, parce qu'on s'est dit, cette personne,
les femmes là-bas en Inde, quand elles veulent aller, elles veulent accoucher, s'habillent en orange. Quand elles ont des problèmes d'ovaires, elles s'habillent en orange. Quand elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, elles s'habillent en orange parce qu'elles savent que la couleur orange, à force de mettre et d'observer que ça a aidé à bien accoucher et ainsi de suite. Donc après, on a pu établir comme un code couleur. D'accord. Voilà. Et maintenant, d'ailleurs, on s'en sert puisque, par exemple, tu vas en Espagne et tu veux faire l'assimilation artificielle parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Et ben, tu vas dans les cliniques, elles sont toutes en orange. Les gens, ils sont habillés en orange, les murs sont en orange, les couvertures en orange. Tu vois, il y a des personnes qui utilisent la chromothérapie de nos jours et de plus en plus. Donc, c'est des gens qui connaissent les couleurs, qui ont appris les couleurs. Il y a des livres pour ça? Oui, il y en a énormément de livres. C'est sûr qu'il y a des livres en chromothérapie, il y en a. C'est pas ce qui manque, ça c'est sûr. Oui, non, mais quand je te dis des livres, de bons livres. Non, mais il y en a toujours. Mais en fait, les meilleurs livres qui sont, qui sont valables, moi je pense, qui tiennent la route, ce sont les livres qui s'inspirent justement de ces pays qui ont observé les couleurs. Et c'est des couleurs en relation, par exemple, avec les centres énergétiques, avec les chakras. Là, c'est sûr de ne pas se tromper. Bien sûr, il y a des gens après qui se sont amusés à écrire des livres sur les couleurs, mais bon. Oui, qui ont une utilisation, qui font une utilisation holistique en fait de la couleur. Oui, mais bon, c'est comme dans tout. Tu le sens quand moi j'en ai énormément. Quand je suis tombée là-dedans, tu vois, je me suis passionnée et en fait c'est la teinture végétale qui m'a amenée à la chromothérapie parce que justement j'ai mis les mains dans la vraie couleur et j'ai senti leur énergie. Quand tu mets les mains dans la couleur chimique, tu sens rien, bien sûr. Et à partir de là, j'ai cherché à comprendre et j'ai fouillé et je suis tombée sur des livres, énormément de livres, puis après tu fais la part des choses, parce que tu vois qu'il y en a, bon, des fois qui disent un peu n'importe quoi, mais bon, mais c'est comme dans tout. C'est comme quand tu cherches un livre de cuisine, d'un coup tu dis, ah ben c'est celui-là, je sens que la personne, tu vois, c'est ce qu'elle dit, ça tient la route. S'il faut que tu ailles chercher à Tombouctou un épice pour faire une daube, tu dis, bon, ben c'est pas possible, tu vois. Voilà, ce genre de truc. Voilà. Mais moi, j'ai compris que la relation qu'il y avait, tu vois, la vraie relation qu'il y avait autrefois avec la couleur et les hommes, ben, c'était dans ces pays où il y avait toutes les couleurs, puisque c'est normal, tu vois, voilà. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Oh, mais moi, j'aime toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Pourquoi j'aurais une couleur préférée, hein? Oui. Moi, je sais pas, j'aime toutes les couleurs. Elles existent dans la nature, il faut toutes les aimer. Et quand je connais toutes les propriétés des couleurs, donc je les mets à bon escient, selon mes besoins énergétiques. Alors non, je vais te contrarier. Tu n'aimes pas toutes les couleurs, tu n'aimes pas le noir, mais le noir, c'est pas la couleur. Voilà, le noir, c'est pas une couleur. C'est pas une couleur parce que c'est la somme de toutes les couleurs. En fait, il faut faire la différence entre la couleur lumière et la couleur matière. Là, nous parlons de la couleur matière. Quand on parle de la couleur lumière, c'est ce qu'il y a dans les airs, c'est par rapport au spectre lumineux, et c'est quand on fait, par exemple, des points d'acupuncture, on va se servir de la luminothérapie pour soigner sur les points d'acupuncture. Tout ça, c'est la luminothérapie. Ça, c'est la couleur lumière, tu vois. Mais là, moi, je parle de la couleur matière en ce moment, tu vois. C'est la couleur qu'on trouve dans le domaine de l'habillement, de l'habitat, dans les peintures, tu vois, voilà. D'accord. Et tu nous parleras la prochaine fois de la différence entre ces deux couleurs à plein niveau, j'imagine. Oui, il y a tellement de choses à dire, voilà. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que j'utilise les couleurs dans les mandalas, parce que comme les couleurs, en fait, les couleurs ont un langage très précis. Dans le mandala, quand on fait un mandala, tu sais, en ce moment, bon, c'est la mode des mandalas, tout le monde colorie les mandalas. Bon, ça fait du bien, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils ont colorié, quand ils ont fini de colorier, eh ben, ils ont exprimé quelque chose de très profond de leur être. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait, de ne pas utiliser encore ce langage des couleurs dans ce domaine-là, parce que c'est un outil très précieux de connaissance de soi pour le développement personnel, pour aider la personne, pour évoluer, tu vois, c'est fantastique. C'est pour ça que maintenant, en fait, c'est normal dans la vie, quand tu
tu commences quelque chose, tu sais pas où tu vas, tu évolues. Et même moi, en ce moment, je suis en train de me passionner des mandalas parce que comme je connais très très bien les couleurs, eh ben, j'ai mis en place justement des stages pour apprendre aux personnes à utiliser les mandalas dans le cadre d'une connaissance de soi et d'un développement personnel. Et ça, c'est extraordinaire. Ça va très 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 loin. C'est très puissant. Pour avoir participé plusieurs fois à tes stages, je peux dire que tes stages sont passionnants. Ouais, mais merci, c'est gentil. Et puis j'aimerais vraiment, tu vois, maintenant que j'ai passé à ce stade-là, encore aller, je sais pas, découvrir autre chose, parce que tu vois, dans les couleurs, c'est à l'infini. Tu sais pas où tu vas. C'est magnifique. Ah oui, c'est que je vais encore découvrir encore plein de choses. Et à chaque fois que je découvre quelque chose, ben, en fait, j'ai envie de le dire, de le faire passer, tu vois, parce que je trouve que c'est. Et tu le fais merveilleusement bien. Ben, je remercie Interlock, c'est très gentil de me dire ça, ça me fait plaisir parce que ça me permet de me dire bon ben ça va, je suis sur mon bon chemin, je continue, allez. Alors on se retrouvera pour une seconde et une troisième et une quatrième. Oui, mais alors toutes les couleurs comme ça. Là, j'ai parlé du rouge et encore que j'ai pas donné toutes les propriétés, mais si justement, si les personnes ont envie d'en savoir plus, elles peuvent venir à mes stages que j'organise une fois par mois là, à Saint-Laurent des Arbres. Puis j'en ai sur Aix, aussi sur Nîmes, mais elles peuvent aller sur mon site. Mais ça tu peux leur en parler. Là. Voilà, non mais je mettrai tout, j'écrirai tout ça, hein, donc en lien, donc t'inquiète pas. Donc à la prochaine, Sylvaine. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis il faut aussi à chaque fois si tu écris, tu peux insister que si les personnes veulent me poser des questions, ils peuvent m'appeler ou en direct ou par mail. Là, c'est avec très très grand plaisir que je leur répondrai. Hein, ou par l'intermédiaire de Interlock. Oui aussi, voilà, c'est une question particulière, mais justement pourquoi j'aime pas une couleur, comment utiliser telle couleur par rapport à ce que j'ai, ça me fait très plaisir de répondre, hein, pas de souci. Hein. Très bien, merci beaucoup Sylvaine, à la prochaine. Et à toi, à bientôt. Au revoir. Ciao, au revoir.